Le dernier point à formuler ici, c'est que le législateur, en fait, a beaucoup de mal à trouver une qualification juridique pour un réseau décentralisé, dans la mesure où, en réalité, il n'y a pas une figure centrale qui joue le rôle de responsable, de gouvernant, comme sont aujourd'hui encore configurées la plupart de nos organisations sociétales ou sociales. Le deuxième point, ça va être encore plus difficile de pouvoir réguler ou donner un statut juridique à une entreprise qui ne possède pas en fait le réseau, mais tout simplement est un nœud parmi tant d'autres sur la surface de la planète. Et donc, pour moi particulièrement, j'ai l'impression que l'acte juridique veut conférer un statut de DPO à des entreprises en leur ordonnant de gérer des données personnelles des clients dont ils n'ont en réalité pas. Par exemple, ici, pour aller dans la même ligne de pensée ou bien dans la même ligne de réflexion, l'acte juridique suppose que tout client qui viendrait à vouloir utiliser les services de l'entreprise en question, eh bien, devra légitimement réclamer à cette entreprise un certificat qui prouve qu'elle a passé la validation auprès du département des régulations financières. Et donc, par exemple, ici, la question pourrait se poser lorsque une personne lambda vivant dans l'état du Vermont utilise, par exemple, Open Bazaar pour y vendre ou acheter et qu'il y a un conflit lié à une transaction. Étant donné qu'il n'y a pas de figure centrale vers qui se tourner au niveau de Open Bazaar, mais tout simplement des nœuds qui régulent les conflits en se basant sur leur situation géographique, eh bien, nous allons aller vers une difficulté à appliquer en réalité cet acte juridique. Et justement, concernant la certification, vu que toute compagnie qui voudrait se lancer doit nécessairement avoir une certification auprès du département de régulation financière, on pourrait faire le parallèle avec, en France, la certification AMF des ICO. Alors ici, nous allons avoir deux remarques très importantes. La première remarque va concerner le choix du statut d'entreprise travaillant dans la blockchain. Et donc, toute entreprise ayant ou bien se donnant cette mission doit suivre un processus qui va consister à décrire brièvement la mission qu'elle s'est donnée d'accomplir par ses applications dans un réseau décentralisé comme la blockchain, ça c'est un. Deux, elle doit spécifier la structure du consensus de validation qu'elle va utiliser, sachant que cette structure peut être soit partiellement décentralisée ou complètement décentralisée. Elle va également préciser la nature de la blockchain qu'elle utilisera. Est-ce que ça va être une blockchain privée ou une blockchain publique ou alors un mélange des deux, donc une blockchain hybride. La compagnie devra également préciser le genre d'acteur qui prendra part aux différents moments de la vie de l'entreprise, donc notamment s'il y a des validateurs, s'il y a des développeurs, ou bien si c'est tout simplement une application clé en main. Et bien sûr, l'entreprise va préciser le protocole de base qui sera choisi. Concernant le contrat intelligent, l'acte juridique suppose qu'il pourra notamment être utilisé pour renforcer la prise de décision sous forme de vote au sein même de l'entreprise. Donc ici, le contrat intelligent est plutôt considéré comme un outil qui permet de renforcer le suffrage au sein de l'entreprise. Je vous renvoie par exemple au mode de fonctionnement et de prise de décision de la blockchain Tezos ou alors de l'application Bosscoin, B-O-S-C-O-I-N. Et enfin, le dernier point, donc la dernière remarque, il s'agit pour le législateur de créer des bacs à sable expérimentaux qui protègent les entreprises légalement dans leur expérimentation de la blockchain et de différentes opportunités qu'elle peut apporter par la création de nouvelles applications. Et de l'autre côté, qui oblige les entreprises à protéger les consommateurs, les clients qui sont intéressés par l'utilisation de leurs applications. Cela est important dans la mesure où nous nous souvenons tous et toutes de ce qu'a été l'année 2017 en termes d'ICO et de la bulle qui s'en est suivie. C'est donc pour cela que
l'acte juridique, donc le législateur donne un statut spécial à toute entreprise qui s'engage dans le développement d'applications basées sur la blockchain et se trouvant dans l'État du Vermont. Ainsi donc, l'État du Vermont, par la création de cette bac à sable technologique, valide en quelque sorte l'existence de la blockchain et son utilisation et dans le règlement, dans la gestion des problèmes quotidiens auxquels font face l'économie et d'une façon générale la société et la nature. Et donc pour moi, c'est une avancée remarquable dans l'univers légal. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette présentation. Aujourd'hui, beaucoup d'applications basées sur le contrat intelligent sont en train de faire leur apparition. Et notamment, nous avons de plus en plus l'utilisation de la finance décentralisée qui est basée sur la rédaction de contrats intelligents. Aujourd'hui, le juriste doit pouvoir comprendre ce qu'est le contrat intelligent, ce que sont les fonctions et surtout comment les lire et les comprendre. Et c'est en ce sens que j'ai développé une formation sur le contrat intelligent et sur la blockchain dont vous trouverez les liens en description. N'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire ou à me les envoyer sur christian@difab.com. Moi, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion.